je vais parler de l'hypothèse du taux naturel de chômage. Donc la première notion que je vais introduire, c'est la notion de taux de chômage naturel Naïru. Donc pour cela, je n'ai besoin que d'une boucle prix-salaire, toute simple, avec une courbe de Phillips linéaire. Vous reconnaissez cette courbe de Phillips ici, écrite de manière un petit peu particulière, c'est-à-dire j'ai mis non pas W point, mais W point moins P point, à gauche du signe égal, un comportement de mark-up, toujours la même manière d'écrire ce comportement, et je fais ici l'hypothèse d'anticipation adaptative, c'est-à-dire que je vais supposer que le taux d'inflation anticipé est tout simplement égal au taux d'inflation constaté à la période précédente. Et je vous rappelle au passage que cette hypothèse que je présente comme une hypothèse ad hoc n'est pas en contradiction avec l'hypothèse des anticipations rationnelles. Donc voilà les éléments posés. J'ai une courbe de Phillips, un comportement de markup, donc une équation de salaire, une équation de prix, et j'ai une hypothèse sur les anticipations qui me permet de préciser qu'est-ce qu'il y a derrière P point tilde. Et je vais tout simplement reprendre la résolution de ce modèle en P point. Cette résolution P point, elle me fait parvenir à une équation qui est l'équation que vous avez dans vos documents numérotés 14, qui, au fond, peut être vue comme une relation entre la variation du taux d'inflation, P pointé moins P pointé moins 1, et le taux de chômage. J'ai fait apparaître un terme qui est le terme U bar que j'ai défini comme gamma moins G point sur bêta. Donc, dans U bar, il y a des paramètres des fonctions de comportement. Bêta, c'est un paramètre de la courbe de Phillips, c'est l'effet Phillips en fait. Gamma, c'est un autre paramètre de la courbe de Phillips corrigée des anticipations. Et G point, c'est le taux de croissance de la productivité du travail. Lorsque je résous tout simplement ce modèle en P point, en P pointé plus exactement, je m'aperçois que je peux mettre la solution sous cette forme-là, en définissant U bar de cette manière. Et ça va me permettre de discuter les points suivants, c'est-à-dire le dilemme inflation-chômage à court terme et la disparition du dilemme inflation-chômage lorsque l'on va vers l'état stationnaire, point essentiel de la diapositive que je suis en train de présenter. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette équation 14? Elle me dit quelque chose que j'ai déjà aperçu dans les cas précédents. C'est-à-dire qu'il existe entre P pointé et le taux de chômage, entre le taux d'inflation et le taux de chômage, il existe une relation qu'on peut caractériser comme un dilemme inflation-chômage. Il existe une relation entre P pointé et U qui est une fonction décroissante. Alors, vous remarquerez également que, comme dans les cas précédents, le paramètre θ, qui est le degré d'inertie nominale, intervient. La pente de cette relation dépend de θ. Alors maintenant, il y a quelque chose de plus qui apparaît dans ce cas que je suis en train d'analyser, qui est évidemment un cas dans lequel je fais apparaître une relation dynamique, c'est une relation dynamique puisqu'il y a une relation entre P pointé et U, mais il y a aussi, je peux aussi lire l'équation 14 d'une autre manière. Je peux dire qu'il y a une relation aussi entre l'accélération de l'inflation ou la variation du taux d'inflation, P pointé moins 1, et le taux de chômage. Ça, c'est un cas qui n'apparaissait pas dans les deux hypothèses que j'ai traitées précédemment. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, j'ai fait une hypothèse particulière différente sur le taux d'inflation anticipé. Formellement, analytiquement, ce qui fait que je fais apparaître ici P pointé moins 1, c'est tout simplement le fait que le taux d'inflation P point tilde
le taux d'inflation anticipé P point tilde, ce n'est pas une constante ou zéro ou quelque chose qui tombe comme ça, c'est une anticipation qui est construite à partir de l'observation du taux d'inflation de la période précédente, ou on pourrait dire des périodes précédentes. Mais là, j'ai pris un cas particulier simple de la période précédente. Donc c'est une anticipation adaptative. Alors en fait, c'est ça qui va m'intéresser maintenant, parce que dès que je m'aperçois que j'ai ici une relation, je fais apparaître de cette manière une relation entre la variation du taux d'inflation et le taux de chômage, ou entre la variation du taux d'inflation et la différence entre UT et U bar. Et si je raisonne un petit peu plus loin dans la logique de ce modèle dynamique, qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on étudie la dynamique d'un modèle? Eh bien, on examine d'abord l'état stationnaire. Mais qu'est-ce que c'est que l'état stationnaire de ce modèle? C'est évidemment le cas où le taux d'inflation se stabilise, où le taux d'inflation devient constant. Si le taux d'inflation devient constant, ça veut dire qu'à partir d'une certaine période où il devient constant précisément, la variation du taux d'inflation devient nulle. Il ne varie plus. Autrement dit, le terme PT moins P point T moins P point T moins 1 devient égal à 0. Alors je vais raisonner sur cet état stationnaire. Donc, si je suis à l'état stationnaire, P point T moins P point T moins 1 devient nul et ma relation 14 dégénère en une relation extrêmement simple où j'ai le taux de chômage U qui est déterminé par une relation qui est U moins U bar égale 0. Ou encore, le taux de chômage U devient égal à U bar. Il n'y a qu'une seule valeur du taux d'inflation compatible avec les conditions d'état stationnaire, c'est-à-dire avec l'invariance du taux d'inflation, c'est la valeur U bar. Et cette valeur U bar est appelée taux de chômage Naïru. Qu'est-ce que ça veut dire Naïru? Ça veut dire Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Je vais terminer. Je suis arrivé au fond alors que je ne m'y attendais pas, hein, je progressais simplement dans l'étude de la relation, enfin de la boucle prix-salaire, et sous certaines hypothèses, j'arrive à ce résultat qui est intéressant et qui ne se présentait pas dans les cas précédents. En réalité, le taux de chômage Naïru, c'est une expression particulière du taux de chômage naturel, c'est le taux de chômage naturel qui va nous intéresser, mais je commence tout simplement par le taux de chômage Naïru. Pourquoi? D'abord parce que c'est la notion la plus simple de taux de chômage naturel, et parce que c'est opérationnellement celle qui est la plus utilisée. Il y a une notion de taux de chômage naturel beaucoup plus générale que le taux de chômage Naïru, nous serons amenés à l'évaluer un petit peu plus loin. Mais commençons par le taux de chômage Naïru. Au fond, qu'est-ce que c'est que cette valeur U bar qui sort? Cette valeur U bar, c'est la seule valeur possible du taux de chômage compatible avec la stabilité du taux d'inflation. Mais attention, je dis bien compatible avec la stabilité du taux d'inflation, je ne dis pas avec quel niveau du taux d'inflation, avec quel taux d'inflation. C'est compatible avec tous les niveaux possibles du taux d'inflation. Ça peut être des taux d'inflation allant de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Mais ce que je sais, c'est que je suis arrivé ici à un résultat qui concerne l'état stationnaire et qui me dit la chose suivante: à l'état stationnaire, il n'y a plus de relation entre le taux d'inflation et le taux de chômage. Il y a tout simplement un taux de chômage qui devient constant. Et ce U bar, en fait, je vois à quoi il est égal ici dans la petite formule que j'ai pris soin de reporter sur ma diapositive. U bar est égal à gamma moins G point sur bêta. Donc il dépend au fond
des paramètres de la courbe de Phillips, et il dépend aussi, enfin je fais apparaître dans ce cas en tout cas, qu'il dépend du taux de croissance de la productivité du travail. Lorsque j'examine ce modèle, j'ai d'abord commencé à regarder si on retrouve quelque chose comme le dilemme inflation-chômage à court terme. Clairement, oui. On retrouve, à condition que θ soit inférieur à 1, une notion de dilemme inflation-chômage à court terme. Alors pour, disons, asseoir l'intuition, si vous voulez, pourquoi on dit qu'il y a un dilemme inflation-chômage à court terme dans ce modèle, pourquoi on dit ça, comment on peut le dire? Eh bien, prenons l'équation 14 et considérons à une période donnée, qui peut ne pas être un état stationnaire, qui n'est pas un état stationnaire, considérons une période donnée, et donc les valeurs associées de P point T et de U point, et de P point T-1 à cette période. Pour une période donnée T, P point T-1 est connu. C'est donc une constante. D'accord? C'est P point T qui reste à déterminer dans la période. Et ce P point T, il dépend de U, et effectivement, il est lié à U par une relation qu'on peut reconnaître comme étant un dilemme inflation-chômage. Autrement dit, l'équation 14, vous pouvez la lire à condition de considérer P point T-1 comme une constante ou comme une donnée, vous pouvez la lire comme une relation entre P point T et U. Donc un dilemme inflation-chômage. C'est si vous analysez la dynamique et que vous vous intéressez à l'état stationnaire que vous faites apparaître le second résultat, celui qui concerne le taux de chômage Naïru, ou taux de chômage naturel Naïru. C'est-à-dire, c'est lorsque la dynamique fait son œuvre et que l'économie atteint, on le suppose, un état stationnaire, à ce moment-là, le taux d'inflation, il se stabilise quelque part. On ne dit pas où il se stabilise, hein, c'est compatible avec n'importe quel taux d'inflation. Il se stabilise quelque part, sinon on n'est pas dans l'état stationnaire. Encore une fois, l'état stationnaire, c'est une notion qui a une valeur conceptuelle, hein, mais qui nous permet aussi d'étudier la dynamique. Elle est indispensable pour étudier la dynamique. Donc on obtient ce résultat extrêmement important, hein, que je viens juste de mettre en évidence, ou de découvrir, ou de faire apparaître, à partir de ces hypothèses, qui sont des hypothèses très simples, tout à fait standards, que je peux envisager dans le cas de ma boucle prix-salaire. Alors, vous voyez que je vais m'intéresser particulièrement au Naïru maintenant, puisque, en fait, ce que je peux dire sur le dilemme inflation-chômage à court terme, je l'ai déjà dit dans le cas précédent. Il n'y a rien de plus à dire que ce que j'ai dit dans le cas précédent. Il faut, pour qu'il y ait un dilemme inflation-chômage, une certaine inertie nominale qui est mesurée par le paramètre θ. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une valeur de θ égale à 1. Et plus la valeur de θ se rapproche de 1, plus je trouve une pente forte de mon dilemme inflation-chômage. C'est exactement comme dans les cas précédents. Par contre, je viens de faire apparaître une nouvelle notion qui est la notion de taux de chômage Naïru. Et cette notion de taux de chômage Naïru, elle est précisée par la formule que j'ai ici. Et je vais m'intéresser à ce qu'on peut dire, enfin je vais m'intéresser à ce taux de chômage Naïru et à ses implications. Qu'est-ce que je peux dire de ce Naïru et de ses implications? Première chose, si les anticipations sont adaptatives, c'est important ça. Hein. J'ai choisi une hypothèse particulière sur les anticipations pour parvenir à ce résultat. Mais elle est particulière, mais elle n'est pas si particulière que ça. Elle est différente de celle que j'ai choisie dans les cas précédents. Mais elle n'est pas nécessairement, elle ne coïncide pas nécessairement avec les anticipations rationnelles. Parfois, on trouve cette erreur. Ce n'est pas nécessaire de faire l'hypothèse d'anticipation rationnelle. J'ai pris soin simplement de vérifier que ce n'est pas en contradiction avec les anticipations rationnelles, c'est tout.
Voilà ce qu'il faut admettre. Lorsqu'on observe que durablement le taux d'inflation se stabilise, eh bien, les agents privés ne vont pas continuer à anticiper un taux d'inflation différent de celui qu'ils observent. Ça, c'est très raisonnable. C'est très difficile de refuser cette proposition. Alors, j'ai pris un cas simple. J'ai pris le cas où il y a juste une période qui s'écoule pour que le taux d'anticipation s'adapte à un taux constant. Mais si vous prenez un processus d'adaptation plus lent, ça va marcher quand même. On trouvera le même résultat, c'est simplement un calcul un peu plus compliqué, mais on trouvera le même résultat. Donc, si les anticipations sont adaptatives, on obtient une relation entre la variation du taux d'inflation et l'écart entre le taux de chômage et le taux de chômage NAIRU. Ça, c'est ce qu'on a établi. À long terme, il y a donc un taux de chômage d'équilibre au sens de l'état stationnaire, mais l'inflation est indéterminée. Autre point important. La conséquence de politique économique que l'on peut tirer de cela, c'est que toute tentative pour faire baisser le taux de chômage en dessous du taux de chômage naturel, durablement, se traduit par une accélération de l'inflation. Si vous maintenez par une politique appropriée, une politique économique appropriée, le taux de chômage U en dessous du taux de chômage naturel, eh bien, vous allez avoir une variation positive de l'inflation, tout simplement. Ça, c'est la lecture de l'équation 14, vous donne ça immédiatement. Si vous arrivez à maintenir le taux de chômage en dessous du taux de chômage naturel, la conséquence, c'est que vous allez avoir une accélération de l'inflation. Donc ça veut dire que le taux d'inflation ne va cesser d'augmenter. Il va devenir infini. Donc il va y avoir une sorte d'hyperinflation, si vous voulez. Et aussi, autre conséquence, le retour à l'inflation initiale. Vous partez d'une inflation de 2%, par exemple. Enfin non, il faut partir d'un peu plus haut, parce que sinon c'est pas très intuitif. Partez d'une inflation assez forte. Par exemple, vous avez 15% d'inflation. Mais vous avez vraiment, dans cette circonstance, quand même, l'intention de faire baisser le taux de chômage, parce que si vous acceptez le taux de chômage naturel, eh bien c'est quand même un taux de chômage bien haut. Vous faites une politique macroéconomique qui vise à faire baisser le taux de chômage, par exemple en faisant de la stimulation par la demande. Vous baissez le taux de chômage. Le taux de chômage baisse c'est comme une conséquence de la politique que vous avez mise en œuvre. Et vous voulez maintenir ce résultat. Le taux de chômage est bien en dessous du taux de chômage naturel. Et vous le maintenez indéfiniment. Eh bien, le taux d'inflation ne va pas rester à 15%, il ne va cesser d'augmenter jusqu'à aller vers de l'hyperinflation. Le retour à l'inflation initiale nécessite une hausse du taux de chômage. Si vous voulez faire le chemin inverse, c'est-à-dire vous apercevez que l'inflation augmente, et ça devient à un certain moment insupportable, et vous allez remettre en cause votre volonté de laisser le taux de chômage, de maintenir le taux de chômage en dessous de sa valeur NAIRU, eh bien, pour obtenir ce résultat, vous allez être obligé de faire passer le taux de chômage au-dessus du taux de chômage NAIRU. Parce qu'il y a cette relation qui va de toute façon s'imposer entre la variation du taux d'inflation et le taux de chômage. Donc vous serez obligé de faire passer ou d'accepter que le taux de chômage se situe au-dessus du taux de chômage NAIRU pendant un certain temps. Alors là, vous allez avoir effectivement une décélération de l'inflation, et cette décélération de l'inflation vous permettra sans doute, certainement d'ailleurs, de retrouver des taux d'inflation plus raisonnables. Alors, si vous considérez que 15% c'est raisonnable, vous retrouverez 15%. Et si vous continuez à maintenir le taux de chômage au-dessus du taux de chômage naturel, eh bien, le taux d'inflation va continuer à baisser et atteindre peut-être, certainement d'ailleurs, des taux d'inflation qui sont, par exemple, ceux qu'on
ce qu'on voit actuellement en Europe, c'est-à-dire voisins de zéro, ou peut-être des taux d'inflation qui sont, disons, ceux des objectifs des banques centrales, c'est-à-dire 2%. Le taux de chômage naturel, NAIRU, apparaît comme un taux de chômage d'équilibre. Qu'est-ce que c'est que ce taux de chômage? C'est le seul qui soit compatible avec la condition de stationnarité sur le taux d'inflation. D'accord? C'est un taux de chômage d'équilibre. Et il dépend de caractéristiques structurelles. Il ne dépend pas de la politique macroéconomique au sens où on l'a entendu jusqu'à maintenant. Il dépend par exemple du paramètre bêta de la fonction de la relation de Phillips et dépend aussi du paramètre gamma. Alors qu'est-ce que sont ces paramètres, bêta et gamma? Parce que la question c'est, je commence à m'intéresser à cette notion de taux de chômage d'équilibre, puisque je viens de découvrir les inconvénients à essayer de me débarrasser de ça. Il y a un taux de chômage d'équilibre, et si j'essaie de faire de la politique de demande pour descendre en dessous du taux de chômage d'équilibre, je vais avoir de l'hyperinflation rapidement. D'accord? Donc la question que je me pose maintenant, c'est comment je peux intervenir sur le taux de chômage d'équilibre lui-même. Et je vois que ce taux de chômage, il dépend de paramètres qui ne sont pas des variables de politique macroéconomique. Au moins bêta et gamma. Bêta et gamma, qu'est-ce que c'est? Bêta, c'est la sensibilité des salaires au taux de chômage dans l'effet Phillips. D'accord? Ou si vous voulez, c'est la réactivité des salaires par rapport à des déséquilibres sur le marché du travail. Si on veut donner un contenu intuitif, ça pourrait être quelque chose comme la flexibilité des salaires. Si les salaires sont très flexibles, bêta va être un terme élevé, va prendre une valeur élevée, d'accord? Et donc, on va avoir, si on arrive à augmenter bêta, ça va faire baisser le taux de chômage d'équilibre. Le paramètre gamma de la courbe de Phillips que j'ai utilisée, c'est un paramètre qui est lié, alors bon, là encore je suis obligé de faire un peu de fondement microéconomique, c'est lié au salaire de réservation. J'espère que vous avez compris ce que c'est que le salaire de réservation, parce que j'en ai parlé. Donc c'est au fond l'objectif qui est dans la tête des salariés lorsqu'ils vont à la négociation salariale. Ils veulent obtenir une progression du pouvoir d'achat. Et ça, c'est quelque chose qui va se traduire par certaines valeurs de gamma. Plus le salaire de réservation est élevé, et plus gamma est élevé. Donc on voit comment gamma intervient dans le taux de chômage naturel. Pour faire baisser le taux de chômage naturel, il faudrait qu'on obtienne que gamma baisse. Autrement dit, il faudrait obtenir que le salaire de réservation baisse. Alors, traduit dans d'autres termes plus compréhensibles par tout le monde, c'est il faudrait que les travailleurs aient des revendications un peu plus modérées sur leur salaire. S'ils modèrent leurs revendications, ça va faire baisser le chômage d'équilibre. Il y a un autre paramètre qui intervient, c'est G point. Alors ça, est-ce que c'est un paramètre, est-ce que c'est une variable? Pour le moment, on est un peu dans le flou, mais c'est quelque chose qu'on a identifié comme étant le taux de croissance de la productivité du travail. Donc, ce que je fais apparaître ici, c'est que lorsque le taux de croissance de la productivité augmente, ça fait baisser le taux de chômage naturel, ça fait baisser le taux de chômage d'équilibre. Vous noterez au passage que dire que lorsqu'on augmente la productivité du travail, ça fait baisser le taux de chômage, c'est pas ce qu'on entend habituellement. Ce qu'on entend habituellement, c'est les progrès de productivité, ça réduit les emplois. C'est un raisonnement qu'on entend souvent et qui est extrêmement dangereux. Parce qu'il y a quelque chose de vrai, mais il y a aussi sans doute parfois une erreur de raisonnement dans cette façon de penser. J'ai ici des indications qui me sont que j'ai tirées de la formule de mon NAIRU.
Et l'indication générale que ça me donne, c'est que si je veux faire baisser le taux de chômage d'équilibre, autrement dit, si je veux faire baisser durablement le taux de chômage, eh bien, ce que je dois faire, ce n'est pas du tout de la politique macroéconomique de demande. Alors, il y a peut-être à travailler sur l'offre, hein, parce que là, la productivité, c'est lié à l'offre. Hein. Mais en tout cas, la première leçon que je tire de mon raisonnement, c'est que pour faire baisser le taux de chômage d'équilibre, c'est-à-dire faire baisser le taux de chômage durablement, il faut une politique structurelle. Il faut agir sur les conditions du marché du travail. Il faut faire évoluer les valeurs des paramètres bêta et gamma, par exemple, et peut-être d'autres. Alors là, je n'ai pas fait intervenir d'autres paramètres qui, dans des formules de Naïru compliquées, plus complexes et plus réalistes, interviendraient. On l'a déjà vu d'ailleurs dans un cas précédent, quelque chose qui interviendrait dans le Naïru, c'est le degré de compétition sur le marché des biens. Donc ça joue aussi, qu'on augmente ce degré de compétition, ça réduit le Naïru. Qu'est-ce que je peux tirer de ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je peux tirer comme idée générale? Le taux de chômage naturel n'est pas une fatalité. Et pourquoi je dis ça en insistant? C'est parce que le terme même de taux de chômage naturel nous amène à penser que c'est quelque chose qui tombe comme ça. D'accord? En fait, le mot naturel est utilisé ici pour dire d'équilibre. D'accord? Mais vous pouvez modifier le taux de chômage d'équilibre. Simplement, vous ne pouvez pas le modifier en faisant des politiques de demande. Donc ça nous éloigne un petit peu de la macroéconomie. Sauf peut-être pour ce qui est du paramètre G point. Parce que G point, c'est de la productivité du travail, et une action macroéconomique sur la productivité du travail, ça peut être aussi de la politique macroéconomique. Simplement, ce n'est pas de la politique de demande. Ce n'est pas une politique qui va faire bouger la courbe de demande. C'est quelque chose qui va faire bouger la courbe d'offre. Favoriser, par exemple, les innovations, c'est ça qui va faire baisser le Naïru. Et on est en opposition avec je dirais, l'orthodoxie keynésienne, puisque dans l'orthodoxie keynésienne, il faut faire attention, les progrès de productivité, ça tue les emplois, ça met des travailleurs au chômage, puisqu'on fait des progrès de productivité. Qu'est-ce qui est faux dans ce raisonnement? Ce qui est faux dans ce raisonnement, c'est qu'on raisonne dans l'orthodoxie keynésienne, et c'est tout à fait normal, à demande constante. Parce que la demande, c'est la demande qui détermine la production. On raisonne à demande constante. Ça, c'est complètement particulier, et c'est particulier, effectivement, à des régimes dans lesquels vous avez un excès d'offres et une rigidité à la baisse des prix. Donc, si vous êtes dans un régime keynésien, c'est vrai. Donc, vous n'êtes pas toujours dans un régime keynésien. Enfin, c'est un régime, on a étudié ce régime, c'est un régime très particulier, extrême. Dès que vous quittez ce régime, vous n'avez plus cette propriété. Plus vous vous rapprochez du régime classique, et plus vous avez au contraire un effet qui s'inverse de la productivité sur le taux de chômage. Pourquoi la productivité, la croissance de la productivité ici fait baisser le chômage? Mais tout simplement parce que ici la demande n'est pas constante et l'offre n'est pas constante. Lorsque on fait des progrès de productivité, ça va augmenter la production, et ça va augmenter la production, par tête aussi, et ça laisse une marge de manœuvre pour augmenter les salaires réels par tête. Alors vous allez me dire, peut-être que cette marge de manœuvre ne va pas être complètement utilisée, elle ne va pas être complètement utilisée. Une partie de cette marge de manœuvre va permettre de faire baisser les prix. Donc il y a les deux effets. Mais de toute façon, on n'est pas dans un modèle dans lequel la demande est constante. La demande n'est pas constante ici. Alors je reviens à mon idée, le taux de chômage naturel n'est pas une fatalité, mais bien entendu, ce n'est pas quelque chose qui relève de la politique macroéconomique. En fait, comment peut-on affecter
taux de chômage d'équilibre, et donc durablement le taux de chômage, en augmentant le rythme de progression de la productivité du travail, en augmentant l'efficacité du marché du travail, c'est-à-dire en augmentant la vitesse d'ajustement des salaires au déséquilibre du marché du travail, mesuré par exemple par un indicateur comme le taux de chômage, ou en faisant baisser le salaire de réservation dont dépend le paramètre gamma. Ce sont des actions qui concernent la politique structurelle. Et il y a une troisième possibilité, c'est d'agir sur le degré de concurrence du marché des biens, qui est un cas ici que je n'ai pas traité parce que je m'en suis tenu à la formule la plus simple du Naïru. Je vous rappelle que mon objectif, c'est de me donner toujours les hypothèses minimales pour arriver à un résultat. Et ensuite, de vérifier que lorsque on élargit les hypothèses, le résultat se conserve au moins pendant un certain temps. Je fais un point, ici je m'arrête un moment, parce que j'insiste beaucoup, on vient de franchir une étape tout à fait cruciale, qui élargit de manière considérable la perspective de nos raisonnements macroéconomiques. Il y avait un certain nombre de choses que nous ne pouvions pas discuter avant d'avoir franchi cette étape, qu'on va d'ailleurs on va préciser un peu plus. Comment dirais-je? On va s'assurer qu'on a bien affaire à des notions générales, que ce n'est pas juste quelque chose qui serait un résultat lié à des hypothèses très particulières que j'ai utilisées dans ma définition du Naïru. Ça va changer pas mal de choses dans nos raisonnements macroéconomiques. Et c'est ce que je dis dans cette diapositive. En introduisant la notion de taux de chômage naturel, on franchit un pas décisif vers une autre forme de compréhension des phénomènes macroéconomiques. Et évidemment aussi, ça nous permet d'affiner notre appréciation de l'efficacité de la politique économique. Peut-être aussi, ça va nous permettre de mieux comprendre pourquoi la politique économique a parfois des résultats décevants. La notion d'équilibre qui est derrière le taux de chômage naturel ne coïncide pas à la notion d'équilibre implicite qu'on a utilisée dans les modèles statiques du chapitre 1. Vous avez bien compris, en fait, pour quelle raison. Ici, je me suis référé, lorsque j'ai introduit le Naïru, à un état stationnaire. C'est un raisonnement qui n'a de sens qu'en dynamique. Dans le chapitre 1, la notion même de taux d'inflation était difficile à préciser. Pourquoi? Parce que la seule chose dont on dispose, si on a une seule période, c'est le niveau des prix. Pour avoir une notion de taux d'inflation, il faut avoir deux périodes. Pour avoir une variation du niveau des prix. D'accord? Et ça, c'est pas simplement le fait de pouvoir écrire une variation entre une période et une autre période. C'est le fait que, je vous l'ai expliqué au départ, on cherche à comprendre pourquoi il y a une augmentation du niveau général des prix récurrente de période en période. Donc c'est un modèle dynamique qui nous permet de traiter ça. Ce n'est pas des résolutions statiques les unes après les autres pour des périodes successives. Le cas général en économie, c'est que une situation donnée ne dépend pas uniquement des déterminants de la période en cours. Elle dépend de la période précédente, des périodes précédentes, peut-être aussi de l'anticipation des périodes futures. Donc on est dans une logique de modèle dynamique. Donc la notion de stabilité du taux d'inflation n'a pas de sens dans les modèles statiques, et si vous voulez, c'est un peu des raisonnements un peu contournés qu'on a, et d'ailleurs sur le plan de la rigueur contestable, dans les modèles statiques pour parler du taux d'inflation. Méfiez-vous de cela. Donc cette notion de taux de chômage naturel, nous l'avons vu, le taux de chômage Naïru ne peut être introduit qu'à partir d'un modèle dynamique. Elle résulte des conditions de stationnarité
Ça n'a aucun sens dans des modèles de statique comparative. Ce que l'on fait ici, lorsqu'on raisonne sur une condition de stationnarité, ça a aussi une limite. Pour arriver à cette notion d'équilibre, il faut que j'arrive à me convaincre que je peux exclure que durablement le taux d'inflation puisse augmenter. C'est-à-dire, il faut que je puisse exclure les solutions explosives. Elles ne sont pas exclues mathématiquement. Elles ne sont pas du tout exclues. Je pourrais très bien me dire, mais est-ce qu'on ne peut pas concevoir que le taux de chômage soit en dessous du taux de chômage d'équilibre, durablement, et m'accommoder du fait que le taux d'inflation va vers l'infini? Bon, c'est une discussion, c'est une discussion. Si vous voulez, ce qui nous amène à exclure les solutions explosives, c'est que l'expérience qu'on en a se termine toujours très mal. Une hyperinflation, ça se termine toujours très mal. Ça se termine par la disparition de la monnaie et donc par un changement qualitatif dramatique, si vous voulez, de l'activité économique, un changement de nature de l'activité économique. Et comme vous le savez, les expériences d'hyperinflation ont une fin. Et la fin des hyperinflations, c'est ce qu'on appelle en général, d'un terme pudique, une réforme monétaire, c'est-à-dire la réintroduction d'une monnaie qui a subi par rapport à celle que l'on avait une très forte dépréciation. Alors, je vais, grâce à cette notion de Naïru, je vais introduire des notions que je ne pouvais pas élaborer. Et il y a une notion cruciale que je vais pouvoir introduire, c'est celle de production potentielle. Ça, c'est ma gêne principale, celle que j'ai supportée jusqu'à maintenant et dont je vais me débarrasser. Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de plein emploi. Et qu'est-ce que ça veut dire le plein emploi? Je m'en suis toujours sorti par des formules alambiquées en disant « mais tout le monde sait ce que c'est le plein emploi, c'est quand tout le monde travaille ». Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est tout le monde travaille avec un temps de travail donné, fixé? Est-ce qu'il faut tenir compte de la variation possible du temps de travail? Est-ce qu'il faut tenir compte ou pas de l'intensité de l'effort au travail? Est-ce qu'il faut tenir compte du fait qu'on peut utiliser des équipements en équipe de 3-8, par exemple? On peut travailler la nuit. Qu'est-ce que c'est que la notion de plein emploi? Ça, jusqu'à maintenant, je n'en ai pas parlé et je me suis dit, je vais laisser ça de côté en disant, bon, un ingénieur ou un bon gestionnaire est capable de nous dire ça. Mais il y a un moment où il faut prendre sa responsabilité de macroéconomiste. La notion que je vais préciser, justement, elle va s'appuyer sur celle que je viens de définir ici, qui est le taux de chômage d'équilibre, Naïru, et je vais pouvoir même la généraliser à des notions de taux de chômage naturel qui sont différentes du Naïru. J'ai besoin, pour parvenir à la notion de production potentielle, d'utiliser quelque chose que j'ai déjà, qui est la fonction de production. Vous avez déjà à votre disposition cette notion de fonction de production. Au fond, la question que je vais me poser, c'est quelle est la production qui est compatible avec l'emploi d'équilibre? Et là, j'ai une notion d'emploi d'équilibre qui apparaît parce que j'ai une notion de taux de chômage d'équilibre. Je vais essayer de passer de la notion de taux de chômage d'équilibre à la notion d'emploi d'équilibre. Et si j'arrive à faire ça, ce qui n'est pas très difficile, si j'arrive à faire ça, je vais pouvoir définir un niveau de production qui est compatible avec le taux de chômage d'équilibre, c'est-à-dire l'emploi d'équilibre. La production d'équilibre, c'est la production qui est compatible avec l'emploi d'équilibre, et l'emploi d'équilibre, c'est l'emploi qui résulte du taux de chômage d'équilibre. Et par conséquent, vous voyez bien que ça clarifie un point.
il n'y a pas de coïncidence avec la notion de plein emploi et le fait que toutes les personnes qui sont dans la population active sont employées. Pour quelle raison? C'est parce que je viens d'introduire, en faisant le raisonnement précédent, une notion de taux de chômage d'équilibre. Ce taux de chômage d'équilibre n'est pas nécessairement nul. Il n'est en général pas nul, bien entendu. Ou même il n'est jamais nul. Il peut être très faible, peut-être, mais il n'est jamais nul. Et c'est une autre considération qui m'a permis, ce n'est pas le fait qu'il soit petit ou nul, c'est une autre considération qui m'a amené à définir ce taux de chômage d'équilibre. C'est la référence à l'hypothèse de stationnarité du taux d'inflation. D'accord ? Autrement dit, je vais introduire une notion qu'on pourrait expliquer de la manière suivante. Qu'est-ce que c'est que la production potentielle? C'est la production qui est compatible avec la stabilité du taux d'inflation. Donc compatible avec le chômage d'équilibre, donc compatible avec l'emploi d'équilibre. Cette chaîne-là, je ne pouvais pas la construire avant d'avoir introduit la notion de taux de chômage naturel, au moins dans le cas d'une ARE. Je peux très bien passer de cette notion d'emploi d'équilibre à la notion de production d'équilibre. Ce sera encore ce que l'on appelle la production potentielle. Alors souvent, on préfère la notion de production potentielle plutôt que la notion de production de plein emploi, parce que le mot plein emploi, souvent, est interprété comme taux de chômage nul. Ce n'est pas cette notion-là qui est derrière la production potentielle. Alors, il y a une autre notion qui va découler de ça, c'est, bien entendu, on conçoit très bien que la production ne soit pas égale à la production potentielle, et la différence entre la production potentielle, la production et la production potentielle, c'est ce que l'on appelle l'output gap. Ou l'écart de PIB, enfin, pour utiliser une appellation française qui n'est jamais utilisée que dans des manuels élémentaires. Professionnellement, on entend toujours le mot output gap. Qu'est-ce que c'est que l'output gap? C'est l'écart relatif entre la production observée et la production potentielle telle qu'on l'a calculée de cette manière, si vous voulez, comme je viens de le dire. Si je remonte un peu plus haut, vous voyez que j'ai ici une relation, la relation 14, qui lie l'accroissement du taux d'inflation ou la variation du taux d'inflation à l'écart entre le taux de chômage et le taux de chômage naturel. Et bien entendu, je peux passer du taux de chômage à l'emploi et de l'emploi à la production. Je peux passer du taux de chômage à la production par les deux étapes qui sont le fondement de ce que l'on appelle la loi d'Okun. La loi d'Okun, nous l'avons rencontrée un petit peu plus haut. C'est cette relation-là, la loi d'Okun. C'est l'équation 10. La loi d'Okun, c'est la relation entre l'output gap et la différence entre le taux de chômage et le taux de chômage d'équilibre. Au moment où je vous ai exposé cette relation, je ne savais pas ce que c'était que le taux de chômage d'équilibre, et maintenant j'ai une notion de taux de chômage d'équilibre. Je vais reprendre cette relation en mettant derrière U bar ce que je viens de trouver, c'est-à-dire le taux de chômage naturel. Cette relation-là, elle me permet de passer de U moins U bar, si je l'inverse, à Y moins Y bar. Et relation 15, qu'est-ce que c'est? C'est une relation entre la variation du taux d'inflation et l'écart entre la production et la production potentielle. Je suis en train de dire que ce raisonnement que j'ai fait m'amène à considérer une relation entre la variation du taux d'inflation et l'écart entre la production et la production potentielle. Est-ce qu'on est au taux de chômage naturel? En fait, si je crois à cette relation, je regarde s'il y a une variation du taux d'inflation, j'observe que le taux d'inflation a plutôt tendance à baisser, et s'il baisse, ça veut dire que j'ai une production, s'il baisse, ça veut dire que j'ai une production qui est encore inférieure à la production potentielle. D'accord? Vous pouvez toujours interpréter, je vous le rappelle, cette notion, parce que, si vous voulez, l'économie a sa logique.
cette notion que j'ai dans l'équation 15, c'est une notion qui ressemble au tâtonnement. C'est un peu comme le tâtonnement walrasien. Si vous interprétez Y comme la demande et Y bar comme l'offre, l'écart entre la demande et l'offre, c'est l'excès de demande, et vous écrivez simplement ici que le taux d'inflation, c'est pas tout à fait le tâtonnement walrasien, mais le taux d'inflation, il réagit aux écarts entre l'offre et la demande. Cette équation-là, l'équation 15, nous suggère une corrélation positive à court terme entre l'inflation et la production. C'est très important ce que je viens de dire. Si vous regardez cette équation-là, je balance toujours entre les deux considérations, si vous voulez. La considération du long terme, c'est-à-dire l'état stationnaire, et la considération du court terme. Rappelez-vous que, en introduisant le Naïru, j'ai raisonné en commençant par repérer où était, vérifier qu'il y avait toujours un dilemme inflation-chômage à court terme. Ben, en fait, cette notion-là, elle se conserve à travers toutes les transformations que j'ai apportées à ma relation 14. Et ici, j'ai effectivement, si je considère 15 comme une relation de court terme, c'est-à-dire si je considère ce qui se passe à la période T, donc si je considère P.T-1 comme donnée, ça apparaît comme une relation entre P point, le taux d'inflation, et la production. Même si je regarde ce qu'il y a dans le taux d'inflation c'est la variation du niveau général des prix. Le niveau général des prix au début de la période, il est connu, ou à la période précédente. La période 15, vous pouvez l'interpréter aussi comme une relation entre le niveau général des prix en T et le niveau de la production en T. Pourquoi je dis tout ça? Bien parce que tout ce raisonnement que je viens de faire va m'amener à revoir la notion de courbe d'offre agrégée. Dans l'équation 15, pourquoi on trouve P.T-1? Toujours se rappeler de cela. C'est parce que nous avons fait une hypothèse d'anticipation adaptative. En réalité, nous sommes dans un cas relativement particulier. Le raisonnement qu'on vient de faire, la question que je vais me poser maintenant, c'est est-ce qu'il est lié au cas particulier que j'ai pris dans le cas du Naïru? Est-ce que si j'avais d'autres hypothèses sur l'anticipation, il n'y a pas quelque chose qui se conserverait dans ce que je viens de faire? C'est ça que je vais explorer. Alors, en fait, c'est très simple. Je vais retourner au fond à la construction du taux de chômage naturel Naïru et je vais essayer d'enlever l'hypothèse, de me débarrasser de l'hypothèse particulière que j'ai pu faire sur l'anticipation et qui m'a amené au Naïru. Et je vais voir si je peux définir un taux de chômage naturel qui n'est pas Naïru. C'est ça, en fait. Qui est compatible, hein. Ça peut être un cas particulier, mais quelque chose qui ne fait pas appel à la notion de stabilité du taux d'inflation. En fait, la notion de taux de chômage naturel, je l'ai présentée sur un cas particulier, mais elle est extrêmement générale. Je vais essayer de faire toucher du doigt sa généralité. Les anticipations jouent un rôle très important dans cette notion. Il y a bien donc la nécessité d'introduire une anticipation, mais ce n'est pas lié à une règle d'anticipation particulière. Reconsidérer la boucle prix-salaire que nous avons fait, ce que nous avons fait donc dans la diapositive introduisant le Naïru, donc celle qui est dans la section 2, début de la section 2, vous reprenez la même boucle prix-salaire, mais vous n'utilisez pas, vous vous laissez de côté l'hypothèse que P.T est égal à P.T-1. Vous laissez ça de côté. Vous dites, je ne sais pas comment est déterminé P.T, mais il me faut P.T. Donc je vais le laisser. Ben, je peux toujours établir une relation entre le terme P.T moins P.T
et le taux de chômage. Je peux refaire le même calcul que celui que j'ai présenté dans le NAIRU en gardant P pointile, sans dire comment se détermine P pointile. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la relation 16 qui me dit que, en fait, il y a une notion plus générale qui est que il y a une relation entre le terme P pointé moins P pointile, que je vais appeler maintenant et définitivement la surprise inflationniste. C'est l'erreur que je fais sur le taux d'inflation. D'accord? Quelle que soit l'hypothèse que je fais sur l'anticipation. Je me trompe puisque j'anticipe. D'accord? J'anticipe quelque chose que je ne connais pas. L'erreur que je fais sur le taux d'inflation, P pointé moins P pointile, je vais l'appeler surprise inflationniste. Je l'ai déjà appelé comme ça d'ailleurs. C'est une surprise inflationniste. Il y a une relation entre la surprise inflationniste et l'écart entre le taux de chômage et le taux de chômage d'équilibre tel que nous l'avons défini. Si vous refaites le calcul, le terme U-bar que vous obtenez ici, dans ce cas, ce U-bar, c'est le même. C'est le taux de chômage naturel de tout à l'heure. C'est le même. C'est-à-dire, c'est gamma moins G point sur bêta. Et encore une fois, si on prend des définitions plus complexes du taux de chômage naturel, on aurait exactement le même résultat ici. Donc, j'ai pris un cas particulier et j'ai développé un résultat, j'ai trouvé un résultat, mais ce résultat, je le retrouve dans un cas extrêmement général, puisque là, je ne dis même pas comment se déterminent les anticipations. Évidemment, si je ne dis pas comment se déterminent les anticipations, ça a un inconvénient. C'est une notion qui est vraiment conceptuelle ici. En pratique, c'est-à-dire opérationnellement, dans votre pratique professionnelle, vous serez amené la plupart du temps à donner un sens à P pointile précis, donc à faire une hypothèse. La théorie peut s'en abstraire, mais en pratique, on va vous demander quelle est la valeur de U bar. Et si vous n'avez pas fait une hypothèse particulière sur P pointile, vous ne pourrez pas calculer numériquement U bar. Vous ne pourrez pas calculer et dire que le taux de chômage naturel en France, par exemple, est de 9%. Il est de 9% si vous prenez le NAIRU. Maintenant, si vous prenez d'autres hypothèses de taux de chômage naturel, peut-être qu'il n'est pas de 9%. C'est comme ça. Donc il y a une vertu importante de l'hypothèse du NAIRU, c'est que c'est un cas particulier qui, sur le plan opérationnel, est très utile. Et il est très utilisé. Ça ne veut pas dire qu'on dit tout avec ça. Je vous invite à considérer cette notion théorique ici de taux de chômage naturel parce qu'elle est beaucoup plus large que le NAIRU et elle est parfaitement valide. Elle va nous amener à dire des choses qu'on ne peut pas dire avec le NAIRU. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas ce n'est pas la relation entre l'accroissement du taux d'inflation et l'unemployment gap que j'ai, mais c'est la relation entre la surprise inflationniste et l'unemployment gap. Qu'est-ce que ça veut dire, traduit en termes un peu plus compréhensibles? Ça veut dire que le taux de chômage naturel, tel que je le définis maintenant de manière générale, c'est la seule valeur du taux de chômage qui est compatible avec l'absence de surprise inflationniste, avec l'absence d'erreur sur le taux d'inflation. Ça devient très abstrait. Pour arriver à la généralité, pour le moment la plus grande que je puisse imaginer, je dois adopter une formule comme ça qui va m'être utile, surtout pour juger de l'efficacité des politiques macroéconomiques. Ça va être utile en pratique. Le taux de chômage naturel, lorsqu'on le prend vraiment dans son acception générale, c'est le taux de chômage qui est compatible avec l'absence de surprise inflationniste. C'est ce qui se produirait si on ne faisait pas d'erreur sur le taux d'inflation. Et l'interprétation que je peux faire en termes de politique économique de cette proposition
c'est que je ne peux pas arriver à faire baisser le taux de chômage en dessous du taux de chômage d'équilibre, du taux de chômage naturel, si je n'arrive pas, par des moyens de politique économique appropriés, à tromper l'anticipateur. Si les circonstances font que je n'arrive pas à le faire, peut-être ça peut être tout de suite ou même à la suite d'un processus d'apprentissage, parce que l'anticipateur apprend comment se comporte le gouvernement, quelle politique il fait. On va rentrer dans cette logique maintenant. Eh bien, si je n'arrive pas à faire ça, je n'arriverai même pas à faire descendre le taux de chômage en dessous du taux de chômage naturel. Si on retient cette exception, qui est déjà dans le cas particulier d'une arrivée, mais là c'est plus général. Vous regardez l'évolution du taux de chômage, et si vous voyez que le taux de chômage est en dessous du taux de chômage naturel, si vous jugez qu'il est en dessous du taux de chômage naturel, ça veut dire qu'il y a eu une surprise inflationniste. Ça veut dire qu'il y a eu une erreur sur le taux d'inflation. Sûr. Voilà. Donc, conséquence importante pour la politique économique, vous ne pouvez pas faire descendre le taux de chômage en dessous du taux de chômage naturel sans provoquer une surprise inflationniste. C'est une contrainte qui va s'imposer à la politique économique. Et ce n'était pas facile de l'avoir. En tout cas, on ne pouvait certainement pas l'avoir avec les raisonnements du chapitre 1. Dernier pas très important que je vais franchir, c'est la courbe d'offre à la Lucas. Alors ça, c'est l'achèvement, justement, c'est ce qui va me permettre de couronner, je dirais, les efforts que j'ai déployés pour définir le taux de chômage naturel et pour faire franchir à notre compréhension des faits économiques cette marche très importante. En utilisant la loi d'Okuhn, même chose que tout à l'heure, je peux passer de la surprise inflationniste à l'écart de PIB, c'est-à-dire au output gap. Maintenant, c'est même plus le taux de chômage. Si j'ai un output gap qui est différent de 0, c'est qu'il y a une erreur sur le taux d'inflation. Et bien entendu, je peux regarder cette relation 17, qui est absolument générale, elle n'est pas liée à une hypothèse particulière sur l'anticipation. Je peux regarder cette relation comme une relation à court terme, je peux la regarder comme une relation entre P et Y. Quel que soit P pointil, la condition qui soit donnée, qu'est-ce qu'il y a dans P point? Il y a le niveau des prix en T moins le niveau des prix en T-1. Le niveau des prix en T-1, il est connu. Donc, qu'est-ce qu'il y a à court terme? Simplement PT, P majuscule qui intervient, ou le logarithme est PT, ça peut être logarithme de P, peu importe, mais de toute façon, c'est le niveau des prix ou son logarithme. Et ceci est mis en relation, grâce à la relation 17, au niveau de la production, puisque ici, vous avez la production YT, moins quelque chose, ici, qui est la production potentielle, mais la production potentielle, elle est calculée. Elle m'est donnée dès lors que je connais l'emploi d'équilibre. Donc, il existe une corrélation, théoriquement, il doit exister une corrélation positive entre l'inflation non anticipée et l'output gap, ou encore une corrélation positive entre le niveau général des prix et la production. Et cette corrélation positive, c'est ce que l'on appelle la courbe d'offre à la Lucas. Je peux l'interpréter comme une courbe d'offre. Je vais maintenant l'interpréter comme une courbe d'offre. Elle va jouer le même rôle conceptuellement que la courbe d'offre que j'ai définie dans le chapitre 1. Et donc, ça veut dire que dans les modèles que je vais développer à partir de ce concept-là, cette relation 17, elle va décrire de manière très compacte ce que l'on appelle le côté offre de l'économie, exactement comme dans le chapitre 1. Il faut se rappeler que cette relation, si vous l'admettez, ça veut dire que vous acceptez l'hypothèse du taux de chômage naturel, au sens général du terme,
à savoir qu'il n'est pas possible de faire descendre le chômage en dessous du taux de chômage naturel si l'inflation est anticipée. Et par ailleurs, il y a des considérations sur, disons, les anticipations rationnelles. Je vais laisser ça un petit peu de côté, mais enfin, je le dis quand même. Si les anticipations sont rationnelles, l'erreur d'anticipation d'inflation ou la surprise inflationniste est un bruit blanc. Cela suppose, non, encore une fois, ça découle du fait que c'est une surprise inflationniste. Cela suppose que l'output gap lui-même est un bruit blanc, puisque vous avez une relation linéaire entre un bruit blanc et quelque chose. Ça veut dire que l'output gap est lui-même un bruit blanc. Dans cette vision, le cycle réel a une nature purement aléatoire. J'ai parlé des cycles déjà, rappelez-vous. Ce sont les chocs de demande et d'offres qui déterminent l'inflation. C'est le cadre qui va nous servir dans les sections suivantes pour développer maintenant une description complète de l'économie. Jusqu'à maintenant, nous n'avions que la partie offre. Nous arrivons à une description de l'offre compacte grâce à ce que l'on appelle la courbe d'offre à la Lucas, et je vais faire un pas supplémentaire qui va me permettre de faire de la macroéconomie normale et confortable avec un modèle complet, mais dans lequel je ferai intervenir cette courbe d'offre qui a cet avantage d'être compatible avec la dynamique de l'inflation et du chômage et de reposer sur une construction très élaborée, très sophistiquée, qui est celle du taux de chômage naturel. Je vous remercie. Economia,